Bonjour, on est le jeudi 6 août 2020. En ce jeudi 6 août 2020, c'est une bonne journée. La journée s'annonce belle, bon, elle a un petit peu de chaleur. Voilà. Je vous propose ici un exercice de chimie. On dissout dans l'eau 11,11 grammes de chlorure de calcium. Le volume final de la solution, ici j'ai mis sol, mais c'est de la solution. Hein. Le volume final de la solution est de 1 litre. De la solution est de 1 litre. Calculer la concentration molaire des ions. Alors, de quoi est constituée la matière en général? En général, elle est constituée, les substances sont soit liquides ou gazeuses, mais on retrouve aussi des matériaux solides. Donc on a les états de la matière qui sont les solides, les substances qu'on retrouve sous forme d'état solide, liquide ou gazeux, et alors on peut faire des transformations pour changer d'état. Bon, un corps peut changer d'état, peut se retrouver dans un état ou un autre. Ils ont des températures d'ébullition, des températures de fusion, et ils peuvent passer d'un état à l'autre. Alors je vous rappelle aussi qu'il existe des courbes pour chaque substance. Si je prends une substance ou un matériau donné, parce que elle est substance, si c'est un fluide, hein, une substance fluide, mais ce sera un matériau s'il est solide. Donc ce fluide, c'est soit liquide ou gazeux. Liquide ou gazeux. Et tout matériau peut être liquide ou gazeux. Il suffit d'atteindre sa température de fusion pour qu'il passe de l'état solide à liquide, et sa température d'ébullition pour qu'il passe de liquide à gaz. Voilà. Mais chaque corps, chaque substance a une courbe bien spécifique, qui est donnée comme ceci. Voilà, en fonction de la température et la pression. Alors, par exemple, si je prends l'eau bout une atmosphère, l'eau bout à 100 degrés. Mais si vous faites, voilà, ça c'est une atmosphère, si vous faites de la cuisine, vous faites chauffer sous pression dans une cocotte minute, l'eau va bouillir, la pression n'est pas la même, donc la température d'ébullition n'est pas la même. Voilà. La température d'ébullition n'est pas la même, puisque la pression n'est pas la même. Il suffit que vous changez de pression pour que la température d'ébullition change. Hein. Parce que là, ici, vous avez le changement. Ici, c'est pour la substance qui est l'eau. Vous avez un changement d'état. Puisqu'ici, vous avez tout ce qui est ici, la zone là, c'est solide. Le corps sera solide. Tout ce qui sera ici sera dans la zone ici, sera liquide, en fonction bien sûr d'un point donné, d'une pression, d'une température donnée et d'une pression donnée. C'est un couple de points P1, T1. Voilà, ici on a le point P1. T1, P1 ou P1, T1, ça, vous ne savez pas comment vous le voyez. Si vous voyez dans ce sens-là ou dans le sens-là, ici je dirais que c'est un point PT. Pression, c'est plutôt PT ici. Pression, température. Donc vous voyez que la température et la pression sont liées. Elles sont liées, les pressions et températures. Quand vous changez quand vous faites une d'ébullition, c'est une pression et une température donnée. Si vous changez de pression, la température d'ébullition n'est plus la même. Donc quand on vous donne dans les tables les températures d'ébullition, c'est à l'état standard. C'est à l'état standard, c'est-à-dire, à l'état standard de pression, c'est-à-dire, elles sont données à une atmosphère. Du moins pour l'eau. L'eau est donnée, la température de l'eau est donnée à la pression atmosphérique. Voilà. Et c'est ça qui crée des confusions, parce que quand on donne des tables, on ne va pas donner des températures pour toutes les pressions. Si il existe des tables comme ça, ce qu'on appelle les tables d'Oubrex. Les tables d'Oubrex, vous pouvez retrouver des couples PT suivant une courbe donnée. Donc vous aurez tous ces points-là dans une table. Pour certaines substances. Mais voilà, généralement on donne pour une pression donnée la température d'ébullition. Voilà. Alors, bien sûr, vous aurez compris qu'ici c'est le gaz.
Et vous remarquez que si on fait une transformation ici, on peut passer de solide, liquide à gaz. Voilà. Par contre, si vous êtes en dessous de ce point-là qu'on appelle le point triple, bon, on a les trois états, solide, liquide et gaz en même temps. Eh bien, si vous êtes en dessous du point triple, ben, vous passez directement de solide à gaz. Solide à gaz. En dessous du point triple, vous passez directement de solide à gaz. Bon. C'est-à-dire que les substances liquides ou gazeuses, ou les matériaux solides, sont de la matière qui se retrouvent sous forme, voilà, de molécules. Mais ce que les personnes oublient, c'est qu'il y a aussi des ions. Bon, les molécules sont formées d'atomes. On sait bien que tout comme les ions sont formés d'atomes, mais il y a, bon, là il y a une neutralité de charge, électrique. Là il y a un déséquilibre de charge. Il y a un déséquilibre de charge électrique. Donc une molécule ou un atome peut avoir un déséquilibre de charge et devenir ce qu'on appelle un ion. Mais le problème c'est que quand beaucoup de gens voient des molécules, quelque part ça ne les dérange pas, quoi que si c'est à moins que ce soit des grandes réactions, enfin des réactions avec des molécules qu'ils ne connaissent pas, ça les dérange. Mais maintenant ce qui les dérange le plus c'est les ions. Parce que les ions font intervenir les équations d'oxydoréduction. Et on retrouve beaucoup d'équations d'oxydoréduction, bien qu'on croit que les ions, les ions sont fameusement, on rencontre des ions, je veux dire, en chimie, comme si voilà, les ions font partie de la chimie, donc on en rencontre à tous les niveaux. Les ions, c'est quelque chose à ne pas, à confronter, c'est quelque chose à confronter, c'est pas quelque chose à éviter. Quand quelqu'un entend ion, ben, il ne doit pas commencer à voilà, à se dire que oui, bon, il n'arrivera pas à faire l'exercice. Non, quand vous voyez les ions, ben, c'est tout à fait naturel, ça fait partie de la chimie. Ce sont des équilibres de charges électriques, donc fatalement on se retrouve avec des charges électriques. Bon, soit plus, soit moins. Parce que s'il n'était pas plus, s'il n'était pas moins, ben c'est qu'il serait nul, et nul l'état de neutralité. Nul c'est la molécule. Et si c'est un atome, ben c'est un atome. Généralement, les molécules se retrouvent sous forme ce sont des atomes. Hein. Et généralement, quand on dit l'oxygène c'est O2. O2, c'est l'oxygène, c'est une molécule bien composée de deux atomes. Si on dit Cl2, c'est une molécule. Voilà, c'est une molécule biatomique, dont les atomes sont les mêmes. ClCl. Voilà. On aura la ClCl. Voilà, et on aura O2. Voilà, O2. Voilà, donc ce sont des molécules composées d'atomes. Maintenant, on peut avoir des ions. Et les personnes, quand elles voient des ions, ben, elles se disent, oui, c'est la catastrophe. Et justement, il ne faut pas esquiver justement les ions, parce que si vous esquivez les ions, à ce moment-là, vous n'arriverez pas à faire les calculs de pH. Parce que justement, un pH, c'est moins le logarithme de la concentration en H3 au plus, bien sûr, qui est valable dans une certaine gamme de concentration. Cette formule-là n'est pas valable tout le temps. D'ailleurs, je verrai quand est-ce qu'elle est valable. J'ai déjà vu une partie, j'ai vu en partie basse qu'elle n'était pas valable des pH, c'est-à-dire voilà, proche de 0, entre 1 et 0, bon, n'était pas si valable que ça. Cette loi-là n'était plus valable, hein, voilà. Quoi qu'il y en a qui la considéraient comme valable malgré tout jusqu'à 0. Jusqu'à 0, il la considérait comme valable. Bon, ça c'est les personnes qui se mettent d'accord entre eux, ou entre elles, elles se mettent d'accord entre elles, pour outrepasser cette zone-là et faire de cette loi une loi valable dans cette zone qui est rejetée, en fait. Il y a une zone rejetée. Voilà, donc il y a encore une autre zone rejetée près du 7. Hein. Voilà, près du 7, cette formule-là est rejetée. Je verrai, c'est la vidéo qui consacrera ceci. Elle est valable que dans une gamme, cette formule-là. Voilà. Mais ce qui veut dire que quand vous avez des ions, il ne faut pas esquiver, il faut affronter. Si vous avez une équation redox, oui, il y a deux minimum, comment on appelle ça, équilibre à faire, un équilibre équilibre de charge électronique, c'est-à-dire avec les électrons, mais un équilibre ionique. Un équilibre de charge électronique et un équilibre ionique. Et dans les pH, on aura des équilibres de charge à faire. Des équilibres de charge. Voilà. Et quand je dis redox, il y a une troisième, parce qu'en fait, si vous devez le mettre en forme moléculaire, il faut tout rééquilibrer. Alors, la loi de Lavoisier vous a dit que
Lavoisier, vous avez dit, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau matière, parce qu'il y a aussi la forme énergétique de cette formule qui est rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau des énergies. Mais c'est vrai pour la matière, mais c'est vrai pour les énergies. C'est vrai pour la matière et c'est vrai pour les énergies. Et donc là, fatalement, il faudra faire attention aux réactions chimiques, parce qu'une réaction chimique part de produits, de réactifs, je m'excuse, chaque fois je me trompe, hein. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, je m'étais trompé, mais je les remets en commentaire en dessous, en disant que je m'étais trompé. C'est les réactifs ici et les produits là-bas. Donc elle part de réactifs et pour donner des produits avec un désordre qui va s'établir, donc une variation d'entropie qui va être positive, et bien sûr les molécules qui vont se casser, avec un bilan énergétique de cassure et de reformation de molécules, avec un delta H donné qui va soit positif ou négatif, suivant que l'entame. Voilà, on a une réaction exo ou endothermique. C'est le bilan des cassures et le bilan des reformations qui vont faire en sorte, bon, s'il y a plus une prépondérance d'un côté que de l'autre, on aura soit positif ou soit négatif au niveau de l'enthalpie. Voilà, et donc la variation d'entropie, parce qu'elle est positive, parce qu'on va aller vers un équilibre. Et généralement, les réactions vont tendre vers un équilibre. Mais quand je dis conservation de matière, ça veut dire qu'il y a une pondération à faire. Na, nombre de moles de R1, nombre de moles de R2, il y a une stoichiométrie, nombre de moles de R3, nombre de moles de R4, voilà une stoichiométrie, il faudra répondre à une stoichiométrie de réaction. Voilà. Et donc, quand vous faites, quand vous manipulez des ions, on va manipuler des molécules, que ce soit l'un ou l'autre, ben, il y aura toujours une stoichiométrie de réaction à respecter, toujours, d'après la loi de Lavoisier, c'est-à-dire qu'il y a conservation de la matière, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme bien sûr dans un système isolé, hein, parce que si vous rajoutez, si vous faites une réaction, un système isolé, c'est difficile à voir, hein, parce que si vous faites une réaction par exemple avec pour obtenir de l'eau pure, mais l'eau pure, si vous ne mettez pas dans une ambiance d'azote, voilà, dans une ambiance d'azote, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que il y aura une interaction entre l'eau pure, dont le pH devrait être de 7, et le CO2, CO2 qui est légèrement acide et qui va jouer sur la neutralité de l'eau. Donc on n'aura pas un pH de 7 pour l'eau pure. Donc c'est pour ça que je vous dis que attention au monde extérieur. Quand vous faites quelque chose, j'ai déjà parlé des systèmes, vous faites un système, ben, le monde extérieur va jouer, va interagir avec... c'est pour ça qu'il faut l'isoler au maximum. Bon, c'est difficile d'isoler complètement, mais il faut l'isoler. Il y aura toujours des pertes. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des calculs de rendement. Quand on fait des calculs de rendement, ben, énergétique surtout, ben, c'est parce que au niveau que ce soit au niveau bilan énergétique, c'est-à-dire qu'il y aura des pertes. Il faut tenir compte de ces pertes. Au niveau réalité, il y a l'idéal, l'idéalisé, ouais, aucune perte, mais à la réalité, on aura un rendement, il y aura des rendements théoriques, des rendements réels, et voilà, qui feront en sorte que bon, on n'a pas tout à fait ce qu'on en a théoriquement. Voilà, et on essaiera de s'en approcher. Mais tout dépendra, je veux dire, du monde extérieur, comment a été fait, je veux dire, soit si c'est un laboratoire, ben, comment a été fait le laboratoire, ou l'expérience. Et ici, justement qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est exactement ça. On dissout dans l'eau 11,11 grammes de chlorure de sodium. Donc, on a bien on dissout, c'est une action. L'action de dissoudre, c'est déjà une action qui va entamer une réaction chimique. Le fait de dissoudre va établir une réaction chimique. Je vais vous la montrer, c'est laquelle. Alors, on dissout dans l'eau. Déjà, ici, il y a de l'eau. On a la présence d'eau. 11,11 grammes de chlorure de calcium. On dissout du chlorure de calcium dans l'eau. Alors, le volume final de la solution est de 1 litre. Ça, c'est à la fin. Alors, on demande de calculer les concentrations molaires des ions. Et voilà que, vous voyez que ce sont des ions. Des ions. Ce sont des ions. Donc, il ne faut pas avoir peur quand vous voulez le mot ion. De reculer sur la question. Il n'y a pas à reculer, c'est une question simple. Qu'il pose une question sur les molécules ou sur les ions, ça ne pose aucun problème. Vous devez confronter ce qu'on retrouve en chimie, c'est-à-dire on retrouve soit des molécules et des ions. Bien sûr, les molécules composées d'atomes et les ions composés d'atomes, si ce n'est qu'il y en a un qui est neutre et l'autre il est
déséquilibré en charge. Donc ici, confrontez-vous à ça. N'ayez pas peur. C'est ça que je veux dire. Il faut vous confronter parce qu'il y en a qui, quand ils voient les notions d'ion, ben, ils sont partis en courant sans pouvoir, sans vouloir et pouvoir résoudre de leur plein gré un tel exercice alors qu'il n'a pas de difficulté apparente. Bon, maintenant, il faut savoir ce qu'on fait aussi. Alors, justement, le savoir ce qu'on fait, ben, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais refaire l'énoncé ici. On dissout dans l'eau 11,11 grammes. Donc, ce qui veut dire que, bon, l'eau, c'est un liquide. L'eau est contenue dans un, on va dire, dans un bécher, par exemple. Voilà. On a de l'eau, on a une substance qui est l'eau. Voilà. Et on vient y verser de la poudre, par exemple, ou de la poudre, des cristaux, voilà, sous forme amorphe, voilà, ce qu'on appelle du chlorure de sodium, je crois. De calcium, je m'excuse. Chlorure de calcium, ce qui est un sel binaire. Chlorure de calcium. Voilà. Alors, la première des choses à savoir, c'est bon, on a de l'eau, et à la fin, on a 1 litre. Hein. On s'arrange pour avoir 1 litre. Bon. La première des choses à savoir pour le chimiste, ben, c'est la réaction, enfin, c'est la substance eau. Quelle est sa formule moléculaire? Mais ça, bon, c'est évident pour le premier, le b.a.-ba de celui qui apprend la chimie. L'eau, c'est H2O. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, je m'étais trompé. Je lui ai dit chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, mais le sodium, c'est Na. Le chlorure, c'est Cl. Alors, le Na, il a une valence de 1. Et le chlorure, il a une valence de 1. Si ce n'est qu'il a 3 doublets, suivant la configuration de Lewis, 3 doublets non liants, ou 3 doublets libres, si vous voulez, 1, 2, 3, et 1 doublet liant. Voilà. Alors les charges partielles, c'est delta plus ici et delta moins, mais ça, on n'en a pas besoin ici. Ça, c'est le NaCl. Ou si vous voulez, hein, bon, le chlorure de sodium, c'est aussi, vous pouvez le voir, suivant la règle de chiasme qui s'écrit comme ceci. Chiasme. Alors, le sodium, il est monovalent, et le chlore, il est monovalent, si ce n'est que lui, c'est un métal, et lui, c'est un non-métal. Voilà, d'ailleurs, il y a une liaison ionique là-dedans. Hein. Là-dedans, c'est une liaison ionique, c'est Na+, Cl-. Dans le cristal, on a voilà, des charges positives, des charges négatives, puisque c'est une liaison ionique. Voilà. Alors, ça va donner du NaCl, suivant la règle de chiasme, qu'on appelle le chlorure de sodium, qui est un sel binaire. C'est binaire. Alors, ici, on va casser la molécule à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que quand on met dans l'H2O, l'H2O, qu'est-ce qui va se passer? L'H2O va casser les liaisons. Pourquoi? Parce qu'elle va diminuer ces liaisons d'au moins 80 fois. C'est l'eau, c'est parce que justement l'eau est un solvant. C'est l'action de l'eau qui fait ça. L'eau est un solvant. L'eau va justement agir sur voilà, les substances de calcium ici pour les faire disparaître. S'ils sont en cristaux ici, ou en poudre, en poudreuse, voilà, en poudreuse, ou eh bien si vous le mettez dans... bien sûr, il ne faut pas mettre trop de quantité, parce que si vous mettez trop de quantité, ça va pas se dissoudre. Hein. Si vous avez dépassé une saturation au niveau du produit de solubilité, ben, ça va plus se dissoudre, il va rester à précipiter, ça c'est normal, c'est parce que vous avez exagéré sur la dose en sel. Voilà, si vous mettez trop de sel dans l'eau, voilà, ça ne va pas se dissoudre. Hein. Et à un moment donné, ça ne se dissout plus, c'est normal, il faut vous dépenser une certaine quantité, et ça vous le voyez avec le produit de solubilité. Mais qu'est-ce que fait le solvant? Mais il casse les liaisons. Il diminue les forces d'interaction électrique ici coulombiennes pour faire une rupture du NaCl pour donner du Na+, Cl-. Voilà. Donc ce qui veut dire que le chlorure de calcium, enfin ici c'est le chlorure de sodium, hein, mais moi je vais faire le chlorure de calcium. Voilà. Donc en solution, si j'avais mis du NaCl, voilà, supposons que j'ai mis du NaCl. Voilà, supposons que j'avais mis du NaCl, mais en solution H2O, mais on va avoir du Na+, qui va se casser, et du Cl- qui va se casser, bien sûr avec les molécules d'H2O qui vont se polariser
comme ceci, c'est ce qu'on appelle une solvatation ou une hydratation. Là, il est moins, moins, voilà, et les hydrogènes sont ici. Voilà. Par contre, lui, bon, ce sera les plus, les hydrogènes, qui se mettront comme ceci. Voilà. Et bien sûr, ça va se disperser. Hein. Donc il n'y a plus d'interaction entre Na et Cl, puisqu'en fait, ils sont entourés de molécules d'eau. Na est entouré de molécules d'eau, et Cl- est entouré de molécules d'eau, ce qu'on appelle une solvatation. Une solvatation, ou une hydratation. Solvatation ou une hydratation. Alors, le problème ici, c'est qu'on n'a pas du chlorure de sodium, c'est qu'on a du chlorure de calcium. Bon, le chlorure de calcium, ben, le Ca, il est bivalent. Le calcium est bivalent, alors que le chlore, il est monovalent. Si on fait chiasme, ça donne du CaCl2. Voilà le chlorure de calcium. Le chlorure de calcium, il y a deux atomes de chlore, deux atomes de chlore. Ce qui veut dire que le chlorure de calcium, il faut deux atomes de chlore pour un calcium. Voilà, pour un calcium, on a deux atomes de chlore. Bon, je vous rappelle les configurations de Lewis. Hein, voilà, pour les valences 1, valence 2, valence 3, et voilà, et valence 4. Et puis après, on obtient des doublés à chaque fois. Après, voilà, c'est pour la période 1, période 2, période 3. Donc ici, je suis en période 2, donc il n'y a pas de doublé là. Donc le calcium, il n'y a pas de doublé. Ni pour le sodium. Le sodium était de valence 1, donc de la famille numéro 1. Il n'y a pas de doublé, on voit bien qu'il n'y a pas de doublé. Donc pour la 1 et la 2, il n'y a pas de doublé. Ce qui veut dire que pour le calcium, bon, j'ai deux bras de valence. Voilà, comme si. Calcium. Voilà la configuration de Lewis. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut deux chlore pour un calcium. Et de nouveau, là, l'eau va casser cette structure-là pour en faire du Ca2+. Pourquoi 2+? Parce que le calcium, il est... qui est le plus attracteur d'électrons? Ben, c'est le chlore, parce qu'il est négatif. Voilà, le négatif attire le positif. Voilà, il attire. Et donc cet électron que vous voyez ici, il va être pris par le chlore. Mais le chlore, il va devenir Cl-. Mais on aura deux Cl-. On en aura deux, puisqu'en fait, un calcium va casser deux chlores. Un calcium va casser deux chlores. Voilà. Et lui, en fait, il aura perdu deux charges électriques, et pas une. Il va devenir Ca2+. Voilà. Il va partir. Il y en a, le chlore ici, il va s'emparer de la charge ici, pour donner Cl-. Et ce chlore-là va s'emparer de cet électron qui a été ici. Voilà. Bien sûr, lui, il est devenu plus quand le Cl- s'est emparé de l'électron, il est devenu Ce+. Voilà. Et puis, ce chlore-là s'empare de cet électron-là. Bien, à ce moment-là, il devient Ca++, et lui, il viendra C- pour autant que la liaison se casse ici. Elle sera cassée par l'eau qui va, grâce à cette force coulombienne, qui va venir casser cette structure-là. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'on va voir... Qu'est-ce qu'on va voir dans l'eau? Tout d'abord, on a de l'eau. On a de l'eau. Et la réaction de l'eau, ben, vous la connaissez, puisque c'est 2H2O, c'est l'autoprotolyse, hein, la solution. Que la solution soit de l'eau pure ou dans une solution contenant autre chose que... contenant de l'eau et autre chose, que ce soit l'un ou l'autre, on a l'autoprotolyse. Donc on aura toujours des H3O+, plus OH-. Et l'autoprotolyse, ça, vous comprendrez que ce sont des H+ entourés d'H2O. Les H+ entourés d'H2O. Et là, on aura des OH- entourés d'H2O. Mais bien sûr, suivant une hydratation, une solvatation bien définie. Comme j'ai expliqué tout à l'heure avec le NaCl. Là aussi, on va avoir une solvatation aussi bien de tout. Et donc là, on aura quoi en présence? On aura une présence moléculaire d'H2O, d'OH- et d'H3O+, d'où la notion de mesure de pH pour les solutions. Bon. Et le pH, bon, pour l'eau pure, elle est connue. Hein. Bon, voilà, le pH pour l'eau pure est connu. Il vaut 7. 7, bon, bien sûr, 7, comme je l'ai dit, quand tout s'est réalisé dans les règles de l'art, voilà,
dans les règles de l'art, il faut des conditions hyper importantes pour avoir 7. Mais en vérité, on n'a pas généralement 7 parce que l'eau interagit avec le CO2 et l'oxygène de l'air. Donc voilà, il y a l'oxygène et le CO2 de l'air qui interagissent avec la solution. On n'a pas dans un milieu isolé, donc on n'a pas un pH de 7. Mais on va dire que pour faciliter la chose, qu'on a un pH de 7. Voilà. Alors maintenant, comme on a mis du MgCl2, enfin je m'excuse, du chlorure de calcium, on aura du Ca2+, et du Cl-. Voilà. Je mets 2 Cl- pour montrer que pour un Ca2+, on a 2 Cl-, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors maintenant, on a une quantité de tout ça, on a une quantité. Bon, la quantité d'H2O, je vous ai dit qu'H2O, bon, c'est majoritaire. OH- est minoritaire et H3O+ est minoritaire. Pourquoi? Du fait de la constante ionique de l'eau, Ke, qui est une constante, quelle que soit la solution, qu'elle soit de l'eau pure ou une solution d'un sel avec de l'eau. Et là, c'est le cas, on a un sel avec de l'eau, on a un sel plus de l'eau. Donc l'autoprotolyse, bon, voilà, on l'aura toujours. On aura toujours l'autoprotolyse, qu'on ait de l'eau pure ou un sel avec de l'eau. Bon, alors, ceci étant dit, ben, voilà, on a les ions. On dissout dans l'eau 11,11 grammes de chlorure de calcium. Donc, qu'est-ce qui fait 11,11 grammes? C'est le chlorure de calcium que vous avez mis. Donc, vous avez mis une quantité de 11,11 grammes. Voilà. Bien sûr, ils vous ont dit qu'ici, le volume final de la solution est de 1 litre. Le volume de la solution est de 1 litre. Le volume de la solution est de 1 litre. Voilà, donc ici vous avez mis 11,11 grammes de CaCl2, chlorure de calcium. 11,11 grammes. Vous avez fait une pesée. Bien sûr, quand vous faites une pesée, vous pesez le vase vide, bien sûr. Hein. Pesez le vase vide. C'est comme ça qu'on pèse les contenants avec un contenu dedans. Vous mesurez le contenant sans le contenu. Et puis vous mesurez le contenant avec le contenu dont vous enlevez la masse du contenant. Et vous avez la masse du contenu. Voilà. Et donc vous versez 11,11 grammes de chlorure de calcium. Mais on sait bien que la solution finale doit avoir exactement 1 litre. Hein. On a 1 litre à la fin. À la fin, on a 1 litre. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut connaître la masse molaire du CaCl2. Alors je vais voir dans les tables. Pour le chlore, voilà les tables que j'ai ici. Voilà, ICB Pharmaceutical Chemicals Films. Bon, ça vient du CB Pharma. Voilà, avant il les donnait, mais maintenant bon, il faut les tirer sur internet. Voilà, les temps ont changé. Voilà. Alors ce que je voulais dire ici, qu'est-ce que je voulais dire? Le Ca, le calcium, il est bien, voilà, dans la famille numéro 2, calcium, et il vaut 40,008. Enfin, 40,08. 40,08. C'est écrit en tout petit, hein, mais bon, enfin bref, on comprend. Le calcium, c'est 40 grammes par mole, et le chlore, on en a deux. On a deux chlores. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis ClCl-. Pour un calcium, j'ai 2 chlores. Voilà, et d'ailleurs, dans CaCl2, pour une mole de molécule, CaCl2, j'ai une mole de Ca2+, mais j'ai 2 moles de Cl-. Ouais, parce que voilà, pour une mole de CaCl2, j'ai une mole de Ca2+, et 2 moles de Cl-, parce que j'ai 2 Cl-. Donc j'ai 2 fois le Cl-. Ici, si j'ai pour une mole de CaCl2, hein, le Ca va donner du Ca2+, mais le Cl va être 2 fois. Donc on aura 2 moles de Cl-. Ou je peux mettre une mole, je peux mettre ceci, une mole de Cl2-, mais ça ne se fait pas, ça. Ça, on n'écrit pas ça. Une mole de Cl2-, ça ne s'écrit pas. Donc je dois écrire 2 fois du Cl-. Voilà. Donc je vous rappelle que le Cl, le chlore, fait 35,45 fois 35,45, ce qui veut dire que l'entité CaCl2 massique en grammes,
va donner pour une mole 2 fois 35, 70, 35, 45, plus 40. Voilà, on obtient 110,9. On obtient 110,9. 110,9 grammes par mole. Bon. Mais ça, c'est pour une mole. C'est quand vous mettez une mole de matière qui correspond à combien de molécules de CaCl2? Ben 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de CaCl2. Ça, c'est pour une mole. Mais on n'a pas mis une mole, on a mis 11 grammes. On a mis moins d'une mole. Ça, c'est une mole pèse 110,9 grammes. Mais là, ça veut dire qu'on a 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de CaCl2. Mais ici, c'est pas le cas. On n'a pas 6,02 fois 10 exposant 23 parce qu'on n'a pas une mole. On a moins d'une mole, on a 10 fois moins. Donc il faudrait diviser celui-ci par 10. 6,02 fois divisé par fois 10 exposant 23 divisé par 10, ce qui fait 6,02 fois 10 exposant 22 molécules de CaCl2. On a 10 fois moins de molécules. On a 10 fois moins de molécules, c'est normal. Parce qu'on n'a pas une mole. Mais de toute façon, ici, je vais faire le rapport, c'est pas un problème. Je vais faire le rapport tout de suite. Bon, on a mis 11,11 grammes. Donc, on a 110 grammes. 110 grammes, 9 dans une mole. Voilà, ça c'est une quantité de matière, c'est pas l'unité. L'unité c'est 100 E, mais ici c'est une quantité de matière. Il y a l'unité de quantité de matière qui s'écrit mole, et ça c'est une mole, c'est la quantité de matière. Voilà. Ça c'est pour dire, c'est pour faire juste une règle de 3. Il y a une formule, hein, mais bon, j'utilise la règle de 3. Si 110,9 grammes donne une mole, 11,11 grammes donne moins d'une mole. On a moins d'une mole, c'est divisé par 10. Voilà. En gros, parce qu'on n'a pas 11,9. Hein. Bon, 110,9 divisé par... oui, attention qu'ici c'est x, hein, x mol. Donc je cherche le x. Je dois faire x divisé par 1 est égal à... x divisé par 1 est égal à 11 divisé par 119. 110,9. Voilà. En faisant 11 divisé par 110,9, ben, vous avez... voilà. Bah, je peux utiliser la formule, hein, si vous n'avez pas les rapports et proportions comme je sais les règles de 3, pas de problème, je peux mettre une formule, c'est... Voilà. La masse molaire, c'est en grammes par mole. Voilà, en grammes par mole. Et pour obtenir la masse, petit m, c'est la masse de 11,9. Donc vous faites petit m divisé par grand m, vous avez le nombre de moles n. Voilà, c'est ce que je viens de faire. 11,11 divisé par 110,9. 11,11 divisé par 110,9, ce qui fait 0, pas 1, mais 0,018. Pourquoi? Parce que j'avais dit on n'avait pas 110,9 et 11, voilà, on n'avait pas un rapport de 10 exactement. Hein. Plus ou moins un rapport de 10, mais pas un rapport de 10. Donc voilà, on a trouvé que la concentration en CaCl2 à la base, non, le nombre de moles, je m'excuse, nombre de moles, le nombre de moles de CaCl2 est de, je sais plus combien, 0,100, il est là, hein, 118. Voilà, ça c'est mole. Ça c'est, voilà, et je peux comptabiliser le nombre de molécules, hein. C'est 6,02 fois 10 exposant 23, voilà, et je peux calculer combien j'ai, ça c'est pour une mole, mais comme j'en ai 0,1 mole, ben, je peux calculer le nombre de molécules. Mais ici, c'est pas le but de la question. Voilà. Alors, maintenant, on sait bien qu'ici, on a 1 litre. Ça, c'est, voilà, ce qu'on appelle la... c'est le nombre de moles de chlorure de calcium présent dans la solution. C'est le nombre de moles. Bon, on sait bien qu'on a exactement en finalité 1 litre. Donc, si je remets ça sur 1 litre, mais j'ai un... Voilà, ce qu'on appelle une concentration molaire, en moles par litre,
j'ai une concentration molaire volumique. Une concentration molaire volumique, donnée en litres. Alors, la concentration molaire volumique, c'est écrit comme ceci, ou je peux appeler ça le concentration C, mais c'est de CaCl2. Sa concentration de CaCl2. Bon. Donc, ce qui veut dire que la concentration molaire vaut 0,118 moles par litre, ça veut dire molaire. Des moles par litre, c'est molaire. Voilà, donc, on a concentration 0,10018 molaire. Bon, ceci étant dit, ici je viens de faire l'entité moléculaire. Mais l'entité moléculaire, c'est ce que vous avez au départ, c'est-à-dire en versant. Parce qu'en fait, quelque part, quand vous allez verser, il y a une réaction qui va se passer. Voilà, la réaction, qu'est-ce que c'est? C'est la loi d'Arrhenius. Le Ca, le chlorure de calcium, CaCl2, va interréagir, c'est un sel. Comme l'eau va dissoudre le composant CaCl2, je vous rappelle que les sels sont plus ou moins tous forts, de 0,7, le coefficient de dissociation varie entre 0,7 et 0,9. Bon, ils vont presque tous se dissocier, hein, presque tout. Voilà, donc on aura du Ca2+, plus de Cl-. Bon. Ce qui veut dire que la réaction ici va s'établir, le CaCl2 va se casser, voilà, pour donner du Ca2+, et du Cl-. Et du Cl-. Bon, alors on a une situation initiale, on a une situation finale. La situation initiale, ben, on a 0,118 molaires ici. Là, au départ, situation initiale, il n'y a rien qui a été formé, puisque au départ, on n'a pas encore initié la réaction, qu'on a juste mis, voilà, le chlorure de calcium. Puis, en situation finale, à l'équilibre, on atteint l'équilibre après un certain temps. On regarde quand la réaction n'évolue plus, ou de manière, elle évolue, mais de manière infinitésimale. Donc en fait, quelque part, on peut la considérer qu'elle n'évolue plus. Bien, on peut se dire que ici, logiquement, si on le considère comme fort, tout aurait disparu, il n'y aurait plus de CaCl2, mais la molécule aurait été dissoute, et aurait été présente sous forme d'ions. Et donc, ces ions-là, ben, on retrouverait ici 0,018, hein, ça va former, le CaCl2 va former du Ca2+, et là, il va donner, et là, je vous dirais de faire très attention, parce qu'elle va donner, oui, ceci, mais en fait, pas véritablement. Pourquoi? Parce que, justement, pour le CaCl2, on a un calcium, oui, mais on a deux chlores formés. C'est-à-dire que pour le chlore Cl-, on a deux fois ceci. Voilà. Donc maintenant, je peux répondre à la question, ben, quelle est la concentration en ions? Mais les ions, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Ca2+, et Cl-. Maintenant, je peux répondre à la question. La concentration en CaCl2, bon, c'est pas les ions, ça, mais je le mets quand même. Bon, voilà. J'aurai la concentration en Ca2+, et j'aurai la concentration en Cl-. Bon, la concentration en Cl2, elle vaut 0,118, voilà, que je peux approximer à 0,1 molaire. Hein, bon, voilà. Là, je peux approximer 0,118 que je peux approximer à 0,1 molaire. Et là, bon, je vais directement l'approximer à 0,2, voilà, mol par litre. Voilà la concentration des ions. Donc c'est la concentration molaire volumique de Ca2+ et de Cl-. Je vous remercie.